Pour rejoindre Saint-Émilion, il faut d'abord traverser un océan de vignes d'où émergent des crus, des châteaux plus prestigieux les uns que les autres, plus de 800. En arrivant de la grande plaine qui borde la rivière Dordogne, on découvre, blotti contre un plateau calcaire, dans un amphithéâtre naturel, une cité qui a conservé son aspect médiéval. Frédéric Boutoul, historien, vient à la tête d'une équipe de chercheurs de reprendre à zéro l'histoire de la ville. Frédéric, on qualifie parfois, le terme n'est pas usurpé, Saint-Émilion de musée à ciel ouvert, donc on se dit que son histoire est parfaitement connue, parfaitement établie. Mais pas tant que ça en fait, parce que pour ce qui concerne la fondation même, on a quand même beaucoup de questions, car le document qui présente la vie du fondateur de ce lieu, donc l'ermite Émilion, est un document qui a été écrit, disons, au XIIe siècle, soit 4-5 siècles après la vie supposée de cet ermite Émilion. Le problème, c'est que ce document comporte beaucoup de choses qui reflètent les préoccupations des gens du XIIe siècle, comme le pèlerinage vers Saint-Jacques de Compostelle, des éléments que l'on sait tout à fait incongrus, voire anachroniques pour la période supposée de l'existence de cette ermite, c'est-à-dire le 8e siècle. Des doutes sur la réalité de cette légende, mais il y a une certitude, c'est qu'à partir du 10e, 11e siècle, Saint-Émilion est un lieu de pèlerinage. Alors c'est un lieu de pèlerinage et cela attire d'autres communautés religieuses qui vont arriver au XIIIe siècle, des ordres mendiants, mais aussi ça attire des habitants, car on a là affaire à une agglomération dont la croissance sur 2 siècles est tout à fait stupéfiante. L'autre grand acteur du développement de Saint-Émilion à côté des religieux, c'est un seigneur puissant, le vicomte Pierre de Castillon. Il a participé à la première croisade en Terre Sainte vers Jérusalem, une expédition qui l'a marqué. À son retour, il décide de créer un grand ensemble liturgique et pas n'importe où, sous terre, dans la roche. Frédéric nous emmène dans l'obscurité des catacombes afin de découvrir un étonnant patrimoine souterrain, les vestiges les plus anciens de la ville sainte. Ah là, tout au bout, il y a cette rotonde qu'il faut bien comprendre, creusée dans la roche, elle est absolument étonnante. Il s'agit de l'évocation d'un bâtiment qui est immensément célèbre, le Saint-Sépulcre de Jérusalem. C'est le tombeau du Christ. Le tombeau du Christ. C'est bas-relief. C'est quoi la lecture? Alors en fait, ils ont la position des orants, de ceux qui sont en prière à cette époque, donc les bras dressés vers le ciel. Ils sortent de leur sarcophage, de leur tombeau, et ils ont l'air aspirés vers le haut par cet orifice-là qui organise une liaison avec la partie aérienne et supérieure du bâtiment. Et donc, c'est l'idée des corps qui s'élèvent vers le haut par la résurrection. Un peu partout dans l'espace souterrain, on trouve des aménagements funéraires creusés dans la roche, dans la paroi. Ils datent de cette époque où Saint-Émilion était une sorte de cité des morts, une terre d'accueil pour le repos des défunts. La partie dans laquelle on est, c'est ce qu'on appelle les catacombes, car c'est une galerie qui a été investie par un usage funéraire de manière assez précoce. C'est d'ailleurs sur ces parties-là que l'on a pu procéder à des datations, c'est-à-dire le tournant de l'an 1000. C'est difficile de prendre la mesure de l'importance de ces sépultures. Il y en a des centaines et des centaines. Il y en a effectivement beaucoup. Alors la chance que l'on a parfois, et on le voit bien avec cette épitaphe qui est ici, c'est d'en savoir un peu plus justement sur un défunt de Saint-Émilion. Il s'appelle Costaulus, alors en latin, c'est un prénom gascon costal. C'est une inscription donc, du milieu du XIIe siècle, mais ce qui le rend très intéressant, c'est que c'est une composition poétique, et ce raffinement dans le texte que l'on voit montre que cette population de bourgeois était une population soucieuse de culture, et c'est quelque chose que l'on retrouve également dans le soin qui est apporté à la construction romane de cette époque. L'histoire de Saint-Émilion est singulière. Elle fut la première des villes du Bordelais à obtenir en 1199 du roi d'Angleterre, qui à l'époque régnait sur l'Aquitaine, le droit de fonder une commune. Il faut dire que les Anglais sont alors très amateurs des vins de la région. Pour l'anecdote, les pavés sur lesquels nous marchons viennent d'Europe du Nord. C'était à l'origine des pierres utilisées pour lester les bateaux de commerce.
On parle toujours de la réputation des vins de Saint-Émilion, mais du point de vue historique, elle est attestée. Elle est attestée par un poème qu'on appelle la Bataille des vins, qui est une espèce de joute entre les différents vins qui étaient de réputation à cette époque. Et ce qui est intéressant, c'est que les vins de Saint-Émilion, qui sont cités dans ce document du début du XIIIe siècle, sont placés avant les vins de Bordeaux. Et ce qui est encore plus surprenant, c'est que l'on y apprend que le vin de Saint-Émilion n'a pas la couleur avec laquelle il est surtout connu aujourd'hui, c'est du vin blanc. Quel point de vue. On a les regards attirés vers les grands bâtiments comme le clocher de l'église, mais la ville elle-même, c'est vraiment une splendeur. Oui, et alors ce qui rend Saint-Émilion si intéressant pour les historiens médiévistes, ils ne sont pas forcément gâtés point de vue archives, mais en revanche, donc, c'est le bâti civil, le bâti religieux, l'architecture militaire, là pour lequel on est vraiment servi. Et ce qui nous surprend, nous qui travaillons sur Saint-Émilion depuis quelques années maintenant, c'est l'extraordinaire densité du bâti civil des 11e, surtout 12e et 13e siècles, c'est-à-dire en fait des murs, des ouvertures, parfois même avec de l'ornementation, des éléments intérieurs, des agencements de plans, enfin des choses que l'on retrouve assez rarement donc, dans un tel état de conservation. Aujourd'hui, Saint-Émilion, intramuros, rappelons-le, c'est seulement 200 habitants, c'est rien par rapport à l'importance de cette cité au Moyen-Âge. On peut considérer, si l'on fait des extrapolations chiffrées, qu'il y a au milieu du XIIIe siècle environ 2000-2500 habitants. C'est une ville qui occupe jusqu'au milieu du XIIIe siècle la seconde place dans l'armature urbaine du Bordelais. Ce qui va mettre un terme à cette prospérité et à ce rang de Saint-Émilion, c'est la fondation de la bassine voisine de Libourne en 1268 qui a capté les bénéfices de la situation géographique, commerciale, à son propre profit.